Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, nous vous diffusons la troisième partie de la restitution du projet InMob. L'objectif de ces conférences est de restituer aux participants pourquoi ils sont dans le projet et qu'est-ce que la team Géoloc a été capable de faire au bout d'un an avec les données collectées. Dans cette troisième partie, Yacouba Koné, ingénieur en intelligence artificielle, et Frédéric Leboury, assistant de laboratoire au sein de Géoloc, vont vous présenter un panorama des expérimentations et vont vous expliquer les enjeux de la collecte de données. Alors, donc moi je suis Frédéric, je travaille surtout sur la gestion des données dans ce projet InMob. J'ai aussi en charge bien évidemment les contacts et la création de la communauté de testeurs ici sur Nantes. Quand on parle collecte des données, donc immédiatement on en a déjà parlé avec Valérie, à Géoloc on a une réaction assez épidermique et on a tout de suite un warning, un voyant qui se met en place en se disant oh là là, on va collecter des données, comment ça va se passer. Et en même temps on en a besoin parce que si on ne collecte pas ces données, si on ne réalise pas ces essais avec vous, eh ben, on ne va pas avancer. Heureusement, en plus de notre éthique personnelle, le législateur il fait pas n'importe quoi, que ce soit au niveau européen ou français. Les essais en fait sont encadrés par des textes réglementaires législatifs. Deux objectifs pour ça, c'est la protection de la personne humaine et la gestion donc des données de la recherche, forcément. Collecter des données, protéger les participants, qu'est-ce que c'est ? Alors ça peut paraître antinomique. Pourtant, dans le cadre de notre recherche, c'est possible. Alors, à contrario de sites marchands qui, contre de la gratuité, pillent vos données, le cadre qui est posé pour la recherche InMob permet de se préserver de ce pillage et donc de nous faire confiance, entre guillemets. Pour Géoloc, c'était assez nouveau. On a l'habitude de faire des essais entre nous, de mettre des balises, etc. Là, on allait à la rencontre de citoyens. Donc, on allait tout de suite rentrer dans le champ de la recherche sur la personne humaine. Alors, Kesako, on cherchait. Et puis, on a trouvé qu'on correspondait effectivement à un de ces échantillons. Alors, on n'est pas dans une intervention comme des labos qui travaillent dans les domaines de la santé, etc. Mais tout de même, on avait un certain nombre de données chez les participants, dont l'âge par exemple, qu'on recueillait et qui sont soumis à une stricte gestion. Donc, le Code de la santé publique, son article 1123.6, qui est englobé dans un recueil d'articles consacrés à ça, il estime qu'en fait, avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur doit soumettre ce projet à un comité de protection de personnes. Ce comité de protection de personnes, il existe à l'université Gustave Eiffel, c'est le comité pour les recherches impliquant la personne humaine. Alors c'est une composition hétéroclite, dans le sens où c'est une composition de membres externes. Ça va être des professeurs de droit, des professeurs de médecine, etc., qui vont accompagner tout un ensemble d'encadrants des laboratoires de l'université Gustave Eiffel qui ont, eux, parti pris avec la recherche sur la personne humaine. Ce CRPH, eh bien, il va falloir que nous, on le sollicite avant de pouvoir réaliser des essais, les premiers essais. En fait, ce comité, eh bien, il va valider le fait que la recherche est cadrée et qu'elle ne porte pas atteinte, on va dire, aux personnes qui ont décidé de participer à ces essais. Donc il y a tout un ensemble de questions, un dossier à monter et à présenter, qui va faire la lumière sur la protection des personnes, l'intelligibilité
des informations qui sont données aux participants. C'est par exemple, pour vous participants, les premiers documents d'information générale que j'ai pu vous transmettre. C'est aussi des formulaires de consentement qui vous sont délivrés avant chaque expérimentation. C'est la qualification également des investigateurs en charge de la recherche. Est-ce qu'ils sont qualifiés pour gérer ces données, etc., etc. Ça va être aussi les modalités de recrutement de participants. Comment est-ce qu'on est allé chercher les volontaires? Est-ce qu'on les a démarchés? Est-ce qu'on leur a donné de l'argent? Comment est-ce qu'on a mis ça en place? C'est également la méthodologie et les protocoles de recherche qui sont utilisés. Comment est-ce que ça se passe, etc. Comment est-ce que nous, on peut décrire les protocoles d'essai? Est-ce qu'ils sont valides? Est-ce qu'ils ont besoin d'être améliorés? Le comité éthique nous aide à bâtir quelque chose qui soit dans les clous, on va dire. Et enfin, il y a tout un autre aspect, Valérie l'a évoqué tout à l'heure, qui est en lien avec le RGPD, c'est que ce comité éthique va aussi analyser en fait notre positionnement par rapport au règlement général sur la protection des données. Donc, avec la loi informatique et liberté sur le traitement des données, ça se concrétise pour vous. Donc, je vous disais par l'envoi d'une documentation aux participants donc sur les essais, quel est le but du projet, etc. Ça vous a été expliqué normalement clairement quand on vous a présenté le projet. Et puis, pour l'université, le règlement général de protection des données, une des illustrations concrètes, c'est la conservation des données de ce projet sur un serveur sécurisé. Alors, c'est fait en lien avec le service informatique de proximité du site du campus Nantes, ici. Donc, ça veut dire que vos données ne traînent pas sur une clé USB, elles ne traînent pas sur un serveur lambda. Il y a tout un protocole qui fait que seules les personnes habilitées et en charge de la recherche sur InMob qui ont les données à traiter, par exemple Ragnohan, Yacouba, Valérie, peuvent accéder à ces données. D'autres personnes de l'université ne vont pas pouvoir accéder à ces données. On est financé par l'ANR. Donc là, une nouvelle fois, l'ANR va nous remettre une couche, on va dire, de qu'est-ce que vous faites des données et comment est-ce que vous les gérez, puisqu'elle va nous imposer un plan de gestion des données. Alors le plan de gestion des données, il découle un petit peu du RGPD. Chez nous, on a une déléguée à la protection des données qui s'en occupe. Et en fait, il va imposer une certaine façon d'organiser et de manager ces données. Comment est-ce qu'on les nomme? Quel format on utilise? Via quel protocole on a recueilli ces données? Il faut décrire les protocoles d'acquisition, tout ce genre de choses. On y négocie aussi la propriété intellectuelle, on parle d'ouverture des données, des questions d'éthique. Donc tout ça, ça nous permet d'arriver, en fait, in fine, à un ensemble de règlements qui garantissent en fait, aux participants une relative quiétude vis-à-vis de la gestion de ces données. On n'en fera pas n'importe quoi, on ne les revendra pas. Et donc tout ça est validé par des organismes qui sont externes au laboratoire. Comment avez-vous trouvé des volontaires pour faire ces essais? Je me demande bien. Alors à Lyon, on n'avait pas ce problème parce qu'on fait des essais donc, sur les villes de Nantes et Lyon. À Lyon, la communauté existait déjà, donc c'était moins difficile. À Nantes, ça n'a pas été la même chose parce que comme on aime bien la difficulté à géologue, on a commencé ça en plein Covid parce que c'était plus facile. On ne fait pas que des choses dures. Hein. On aime bien la difficulté, oui. Bon, de temps en temps, on fait aussi des événements. On va manger ensemble comme tout à l'heure, ça va. Donc là, ça a été une première difficulté, ça a été de rencontrer les associations sans les rencontrer, en fait. Donc Jacques Alain qui est ici,
Bernard via Martine aussi. On a pris notre téléphone et puis on a essayé de convaincre ces associations de bien vouloir relayer notre parole auprès de leurs adhérents. Donc pour ça, on a déployé de nombreux talents. On a fait des enregistrements vocaux de nos informations générales. On a fait des visioconférences avec des déficients visuels, donc on partait bien. Donc voilà, mais on a réussi quand même à intéresser 2 assos qui ont, et je les en remercie, accepté de donner du temps. Et puis du temps et de la connaissance aussi. C'est la CLISA et le comité Valentin AI 44. Donc aujourd'hui, ce sont 13 membres de ces 2 associations qui travaillent avec nous. On peut dire travailler parce que c'est le déroulement des essais, on va le voir, ça demande un effort de chacun. Et puis, c'est pas uniquement réaliser des parcours, comme on va le voir, c'est aussi nous apporter toute la richesse de leur vécu. On a parlé tout à l'heure de profils individualisés, de choses comme ça. C'est aussi, voilà, chaque individu a ses propres besoins, ses propres réactions face à une difficulté ou autre. Donc c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. On ne peut pas vraiment le chiffrer, mais qualitativement, c'est vraiment très enrichissant pour nous. Et voilà. Bon, maintenant qu'on en a beaucoup dit, ça se passe comment une journée d'essai? Alors une journée d'essai, je l'ai décomposée en fait en 2 phases. D'abord, celle du participant, en fait. En quoi ça consiste pour un participant? Alors, vous pouvez m'arrêter si j'ai oublié des étapes ou si, au premier rang, ou si je dis trop de bêtises. Donc déjà, avant de se rendre à la réunion, avant de se rendre à la session expérimentale, ça va être de, normalement, avoir bien lu les documents que je vous aurai envoyés. C'est-à-dire, donc, normalement, toujours ce document d'information générale et puis le formulaire de consentement qui est donc unique et pour chaque journée d'essai. Ce formulaire, il contractualise la relation entre le laboratoire et le volontaire. Donc le participant, il va se rendre sur le lieu de la convocation à la bonne heure ou pour toute la journée, ça dépend. C'est aussi un moment de convivialité, l'expérimentation, donc notamment avec le groupe que j'ai baptisé le groupe Vertou, qui est devant moi. C'est souvent l'occasion aussi de se retrouver pour la journée et d'échanger voilà, sur et la mobilité et autre chose, des fois. Ensuite, le participant va vivre une séance d'habillage où il va revêtir nos beaux équipements. Donc, ce sont 2 capteurs en fait, qu'on a baptisés Ulysse. Miguel, qui est ici en charge du développement de valorisation de ces équipements. Et puis, nous, on a des téléphones. Donc, généralement, l'équipement, l'habillage ne prend pas n'est pas très long. Il y a un capteur qui est posé au pied via une sangle et un autre qui est, on va dire, le cas d'usage, c'est-à-dire l'appareil final dans lequel on imagine la solution. Il peut être placé dans la poche, tenu dans la main. Ça va dépendre en fait des scénarios qui sont élaborés par les ingénieurs de recherche, selon leurs besoins. Donc on va réaliser les essais, après avoir expliqué à la personne à peu près quel est son rôle. Et ensuite, on aura un dernier temps d'échange après les essais qui sera sur voilà, un peu le retour, le sentiment de la personne déjà sur le parcours qu'elle a vécu. Est-ce que c'était, quel est son rapport au quotidien par rapport au parcours, etc. Est-ce qu'elle a des réflexes qui sont autres? Et ça nous permet là également d'enrichir nos connaissances ou la façon dont on a réalisé les essais. Ça se termine généralement, j'essaie dans toutes ces sollicitations de vous demander de signer le formulaire que vous avez ramené. Et puis la journée se finit comme ça, avec quelques cafés et quelques bonbons de temps en temps.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose côté, sur cette journée-là? Vous me direz peut-être tout à l'heure. Alors pour le laboratoire, une journée d'expé, c'est de la préparation. Il va falloir trouver un lieu jusqu'à ce peu et jusqu'au soutien de la région qui va prochainement nous ouvrir ses portes et nous faire bénéficier de ces lieux où on va pouvoir réaliser des essais. Il faut trouver un lieu. Donc, on s'est positionné rue de la Cale, par exemple, avec le groupe Vertou. Ça peut être ailleurs. On va au domicile de personnes faire des essais dans leur ruelle, etc. etc. Voilà, il faut trouver ce lieu-là, la date qui correspond, parce que les gens sont actifs aussi. C'est pas parce que on est déficient visuel qu'on ne travaille pas. Il va falloir trouver un circuit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un parcours en ligne droite? Est-ce qu'on a besoin de complexifier des choses? Donc pour tous ces aspects-là, circuit, scénarii, moi qui suis plutôt en charge de l'organisation, je vais convoquer Ni, Valérie, Yacouba, Ranuan pour leur dire bon, là dans 2 mois on fait une séance d'essai, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Sur quoi vous achoppez? Qu'est-ce qu'il faut confirmer comme résultat? Donc c'est là aussi que ça va être travaillé. Et puis ensuite, des choses plus classiques à préparer, comme les documents contractuels toujours, et puis le matériel. Pour le laboratoire, une journée d'essai ou une demi-journée d'essai, tout dépend du nombre de participants, c'est à minima 3 agents. Il va falloir au moins une personne pour accueillir le flux des participants. Il va falloir qu'une personne encadre les essais, ça c'est le lot de l'ingénieur de recherche, et un assistant de laboratoire qui va faire un peu tout le reste, et notamment filmer les essais. Donc les moyens techniques, on les a, ils ne sont pas trop lourds. Ce sont des capteurs, comme je vous disais, des smartphones, un PC, un appareil photo-caméra, un kit de balisage. En gros, c'est des cônes de Lubeck qu'on place, histoire de bien décrire un parcours. Et puis, c'est déjà pour le labo, sur le temps des essais, déjà une valorisation, une première valorisation, puisque toutes les données qu'on recueille ce jour-là, on commence à les décrire dès ce jour-là. Donc, on est déjà dans l'identification de la qualification de données. Voilà. Pour le laboratoire, un travail qui a été fait une seule fois, mais ça a été la formation de tous les agents, de l'ensemble des agents, via Valentin Ahui, à l'accompagnement aux déficients visuels. C'est bien beau de se retrouver sur une expé, mais si on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de nos participants, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est un élément qui nous a permis de nous mettre en confiance, en plus de répéter ces essais. J'en ai beaucoup parlé, donc je vais le lancer. Ici, c'est la première séance en fait, d'essai, me semble-t-il, réalisée à Lyon, au Parc de la Tête d'Or. Donc on a un petit film qui est en train de actuellement se jouer et qui a été filmé pendant une des premières acquisitions. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, vous pouvez, pour ceux qui le peuvent, sur le pied gauche, on voit que la personne est équipée d'un capteur, un des capteurs Ulysse. Elle est munie d'une canne, donc elle se déplace sur un parcours aller-retour et en main, elle tient un deuxième capteur Ulysse qui est censé symboliser le téléphone ou je dirais l'appareil sur lequel se retrouvera la solution de guidage au final. Tout au long du parcours, elle est guidée à la voix par une personne, en l'occurrence là c'est Charlène de Kinéa qui réalisait le guidage et moi je suis à côté et donc je filme de 3/4, donc je suis le plus mauvais cinéaste de la Terre. En fait, malgré leur beau visage, ce qui nous intéresse, déjà, c'est d'éviter toutes les déclarations de formulaire, d'autorisation d'image, etc. Et en fait, ce qui est important pour nous et pour les ingénieurs de recherche, c'est de bien identifier le positionnement des capteurs.
si les traces qu'ils lisent ensuite sur une acquisition leur apparaissent un petit peu bizarres, ils peuvent se référer au film ensuite pour voir pourquoi est-ce que la trace a tel profil. Voilà. Donc, ce qu'il était en train de vous dire, c'est qu'en fait, quand vous êtes filmé, vous êtes toujours tous décapités. Alors, Gilles m'avait prévenu de ce problème. Désolé. Bon, ça fait des essais, des vidéos, mais au final, c'est quoi le bilan? Alors, le bilan, au côté organisation, c'est 19 participants pour 96 acquisitions. Sur 6 journées d'essai, sur les villes de Nantes et j'allais dire Lorient, mais pas du tout. Lyon. Je ne sais pas pourquoi Lorient. Ça nous a permis en fait de voir des profils multiples de déficients visuels. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs profils et voilà d'en revoir de différents, ça nous permet aussi d'avancer. Ils ont des profils multiples aussi dans leur mode de locomotion. Certains se déplacent avec des chiens guides, d'autres avec une canne. On en a vu avec des bâtons. On en découvre un peu tous les jours. Donc ça nous permet aussi de voir quels sont les besoins selon un support, selon on va dire une aide à la locomotion. Le besoin va peut-être pas être le même au niveau de l'appareil final. Voilà. En tout cas, c'est comment dire, ces années-là, cette année et demie passée à peu près, ça nous a quand même beaucoup fait monter en gamme au niveau de notre connaissance du monde des déficients visuels et de leur mobilité. Merci Bernard. Ça me prendra à faire une relecture attentive. Voilà, et comme vous le disiez Valérie, et ben pour ce temps qui reste, on espère ne plus être embêté par le Covid, notamment via cet atelier aussi, susciter encore plus d'engouement et que d'autres participants nous rejoignent pour les essais futurs. Soyez les ambassadeurs autour de vous pour embarquer du monde avec vous dans cette aventure. Je passe la main maintenant à Yacouba. Qui, lui, maintenant, va répondre à la question suivante. C'est quoi un algorithme? Allô? Vas-y. Donc, moi, mon premier challenge de ce jour, c'est de parler aussi fort pour que tout le monde puisse entendre. Ouais, donc Yacouba a une voix dans les tons graves, très posée et douce. Je vais essayer. D'accord, ok. Donc, durant ce matin, en fait, il y a aussi bien Valérie que Damien qui en a parlé de l'inclusion. Et donc, notamment, moi, je continue et pour vous expliquer votre rôle, en fait, plus ou moins, pourquoi vous êtes important lors des acquisitions. Et donc, pour cela, en fait, je vais mettre certains balises, c'est-à-dire définir certains thèmes qui nous permettront, en fait, tout au long, à ce que tout le monde puisse me suivre au mieux. Donc, voilà. Tu éviteras de le balader devant ta bouche. D'accord. Garde-le contre. OK. Donc, pour faire simple, un algorithme, c'est une suite d'instructions et d'opérations dans le but de résoudre un problème donné. Donc, un exemple classique, c'est, par exemple, nous nous trouvons à Comès, au centre de Nantes, et notre objectif est de venir ici, au séminaire, à 9h. Donc, la solution, pour venir ici, du coup, nous proposons de résoudre ce problème-là avec l'utilisation des transports en commun. C'est-à-dire, je quitte Comès, quel cheminement ou quel itinéraire prendre pour me rendre ici. Et donc, pour cela, je fais appel à Google pour pouvoir me donner en fait l'itinéraire. Donc, Google se charge de prendre ma requête et de me fournir un ensemble d'itinéraires.
Donc, en fonction du trafic et en fonction de l'heure à laquelle je fais ma requête, il y a un certain nombre de choses, il va me créer plusieurs itinéraires. Donc, à moi de choisir le meilleur itinéraire. Donc, en fait, un algorithme, il fonctionne de la même manière. Donc, il essaie de prendre une information et créer, en fait, une suite d'instructions et des opérations pour résoudre un problème donné. Et dans tout ça, c'est quoi l'intelligence artificielle de façon concrète? Ok, donc là, c'est toutes mes compétences. Ok, Donc vous avez l'intelligence artificielle incarnée. donc en fait, en une phrase, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'algorithmes qui puisent ces règles de décision dans les lois mathématiques pour résoudre un problème donné. Donc, un exemple auquel nous sommes confrontés tous les jours, c'est la reconnaissance faciale. Donc, pour vous reconnaître, l'algorithme qui est derrière votre téléphone vous demande à ce que vous tirez ou vous placez votre caméra sous différents angles afin qu'il ait en fait une bonne couverture de votre visage. Et une fois qu'il a appris cela, demain, quand vous lui demandez de reconnaître votre visage pour pouvoir déverrouiller un téléphone, il arrive facilement à vous dire oui, c'est bien vous ou c'est pas vous, c'est une autre personne. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est tout ça. C'est d'abord l'amassage ou l'agrégation de données et ensuite l'algorithme travaille derrière à ce que on ait en fait une reconnaissance entre la cible et ce qu'elle a appris. Pourquoi faire des acquisitions en conditions réelles alors qu'on pourrait le faire en laboratoire ou dans un laboratoire de capture de mouvement? Ok, donc ici, il faut mettre à l'idée que l'intelligence artificielle, c'est comme une machine qui agit en fonction de ce que nous l'avons appris. Un peu comme un nouveau-né, au départ, qu'il ne connaît rien. On lui montre des images, on lui dit telle image, c'est ton chien. Demain, quand on lui demande c'est quoi cette image-là, il arrive à nous décrire l'image. Eh bien, l'intelligence artificielle agit de la même manière. Donc, on a une première phase qui est une phase de collecte de données à ce que l'intelligence, ou une base d'apprentissage, à ce que l'intelligence puisse s'appuyer sur cette base d'apprentissage-là comme le socle de toute sa connaissance. Et après, une fois qu'elle a bien apprise, elle peut maintenant dire avec certitude ce que en fait, nous cherchons à décrire ou ce que nous cherchons au problème auquel nous souhaitons résoudre. Donc, nous faisons les acquisitions en temps réel. C'est parce que nous, à la fin, les produits que nous souhaitons faire sortir de cette étude-là soient opérationnels. C'est-à-dire, nous, comme l'intelligence artificielle agit en fonction de ce qu'elle a appris, donc quoi de mieux que de le faire en temps réel avec des personnes qui vivent des quotidiens pour que demain, la solution soit plus vite opérationnelle. Et du coup, pourquoi faire plusieurs acquisitions à des rythmes différents, des marches, des allures, etc. OK. Donc, l'idée de faire plusieurs acquisitions, pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à ces acquisitions, c'est d'abord, dans un premier temps, de varier les types d'acquisitions et d'entraîner les différents algorithmes de façon crescendo. Un peu, je reprends l'exemple du nouveau-né. Donc, pour nous, quand on part à l'école, on commence par des bases, par exemple, de mathématiques. Ensuite, parfois même, on nous dit des calculs négatifs ne sont pas possibles. Au fur et à mesure qu'on grimpe, on passe de classe en classe. Ce qui était impossible, ce n'était pas impossible. En fait, c'était juste parce que notre niveau ne nous permettait pas d'assimiler ces choses-là. Donc, l'intelligence artificielle, on lui apprendra au fur et à mesure. Et comme l'humain est complexe,
il y a des mouvements qui vont surgir, qui n'avaient jamais été appris. Donc, nous faisons des types d'acquisitions, des types de mouvements différents afin de couvrir au maximum la complexité de l'humain. Et maintenant que tu nous as tout expliqué, comment savoir alors si les données qu'on a enregistrées sont de bonne qualité? C'est pour mon travail, ou disons pour tout data scientist, ça prend 80% de ton temps de savoir en fait la qualité des données. Parce que comme je disais, l'intelligence artificielle, elle est intelligente, que ce que nous on lui donne soit quelque chose qu'il arrive à interpréter. Parce que quand il n'arrive pas à interpréter, vous aurez des résultats qui sont biaisés. Donc, nous, pour s'assurer que les données sont de bonne qualité, dans un premier temps, il y a toute une phase qui est appelée l'assurance qualité. Donc, Fred en a parlé tantôt d'une partie. Et d'autre partie, c'est de s'assurer que les capteurs que nous vous donnons, sont, les données à l'intérieur sont synchronisées. C'est-à-dire, les données de gyro et de gyroscope et d'accélération sont timestampées ou en fait sont recueillies au même instant, au même temps. Et sinon, on aura en fait des données qui sont pas soit convertissables en deux temps, ou on aura des biais. Et dans un second temps, après les acquisitions, nous nous assurons que les données sont de bonne qualité en faisant des vérifications supplémentaires. C'est-à-dire, les données, une fois recueillies, nous vérifions que ces données-là, il n'y a pas de valeur manquante à l'intérieur de ces données, que les patterns ou les mouvements que nous avons faits sont exactement ces mouvements que nous pouvons voir sur les données d'accélération. Donc, il faut noter qu'avec certaines années d'expérience, on arrive à savoir que juste avec vos données d'accélération et de gyroscope, vous étiez par exemple en train de marcher, ou vous étiez sur les escaliers, ou vous étiez en train de courir. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une connaissance supplémentaire. Et aussi, les vidéos que mon collègue Frédéric vient de présenter nous permettent aussi de bien voir et les parties où il y avait des manquants. Et donc, du coup, pourquoi les acquisitions qu'on fait sont importantes dans cette étude? Donc, les acquisitions que nous faisons dans ces études sont plus ou moins la base ou le socle de toute l'étude. Pour dire que dans l'inclusion, vous êtes au cœur en fait, du projet, parce que sans vous, sans les données, il n'y a aucune intelligence artificielle. Il faut les données, et ces données-là, ils seront recueillies au fur et à mesure en fonction des besoins que nous allons rencontrer, en fonction des difficultés que les algorithmes vont rencontrer, que nous allons faire des acquisitions supplémentaires afin de rendre les modèles que nous avons développés beaucoup plus performants. Et c'est tout. Merci. Merci Yacouba. Donc, je pense que là, on vous avait fait une belle explication et démonstration de pourquoi on vient vous voir et pourquoi c'est important que vous soyez là sur la durée du projet et pourquoi c'est important que vous convainquiez aussi d'autres personnes de nous rejoindre dans cette aventure, parce que sans ces données, nous, on ne fait rien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation ou vous voudriez simplement nous poser une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.